Bonsoir, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Dick qui est en préparation sur Boulouris pour le Vendée Globe qui se partira le 31 octobre prochain. Jean-Pierre fait de la course au large depuis maintenant 10 ans, il a gagné 2 tours du monde en double, Barcelona World Race et 3 Transat Jacques Vabre, la dernière au printemps dernier. L'intérêt d'avoir un marin de haut niveau, c'est d'abord exposer un peu le détail de sa discipline, qui est assez peu connu des autres pratiquants des disciplines sportives, si ce n'est par le biais des médias, donc un filtre déformant, et avoir un échange avec lui sur la façon dont il gère ce sport particulier, qui est un sport à matériel et un sport de plein air. Ce qu'on vous propose, c'est que on vous passe un film qui est en fait 7 minutes sur la dernière Transat qui a été faite et qu'il a gagné avec Jérémy Veillou. Donc c'était la Jacques Vabre, Transat en double, qui est arrivée au Mexique cette année. Costa Rica. Costa Rica. Et derrière, à partir de ce support, on pourra avoir une discussion, puisque l'idée c'est d'avoir un peu une discussion autour de la voile et puis un peu de son parcours qui est atypique dans le milieu quand même. Et comme il y a pas mal, enfin essentiellement des entraîneurs dans la salle, c'est un peu confronter les problématiques qui sont celles de la voile avec celles qui sont votre quotidien. Parce que c'est toujours intéressant de voir comment font les autres. Ça fournit quelques idées. Donc si vous êtes d'accord, il n'y a pas d'objection, on envoie. Tu pars du Havre, là, vous voyez, le départ du Havre. Qui va jusqu'au Costa Rica en passant par la mer des Antilles. Les premiers milles de course. Vous l'aviez fait combien de fois déjà? Ça, c'est la 3e fois. La Transat Jacques Vabre répartie à fond la caisse et c'est tant mieux. Tout la une moyenne selon les classes engagées dans une heure formée, c'est lourd. Sur le pont. Elle a été retardée en fait parce qu'il y avait des conditions trop difficiles au départ. Donc on est parti le mercredi au lieu du dimanche. Compagnie. Écoute, toujours sur notre camarade PRB qui est juste à côté de nous encore, un peu sport comme mon départ, mais je pense que ça va être intense, ça va être rapide et intense. Côté 60e monopole, cela joue collé serré, cap à l'ouest, pour toucher la première bascule de vent depuis le départ. Elle permettra de virer de bord, d'ouvrir les voiles, histoire d'aller plus vite encore. On travaille au moulin à café. Voilà. Ici dans la salle. On a une grosse tempête là les premiers jours. C'est la grosse dépression qu'ils ont nous quoi. Non, on va pas s'en faire derrière, qu'il n'y a pas trop de fête, je crois que. On avait évalué l'option un peu la plus nord, la nord-ouest. Voilà, oui, tout est clair. On a pris l'initiative avec un Anglais d'aller alors que le coup de vent arrivait. Vous voyez les flèches rouges là. Donc c'était une bagarre un peu psychologique sur quelle était finalement la meilleure option, soit sud, plus dans les alizés, soit nord, plus par là, ou par là. Sur la route plus directe, parce que la route nord est un peu plus directe. Que derrière nous, donc c'est pour ça que dans 60 ans de coude, elle est tout droit devant. Voilà, et on sait que ça va être compliqué, qu'on va avoir des vents supérieurs à 40 nœuds et que si on va pas faire d'erreur de manœuvre, donc voilà, mais je pense que ça se tente. Les autres ont l'air d'essayer de jouer un petit peu, et puis comme nous, on joue ça. Faire le dos rond, préserver le matériel, va être l'objectif prioritaire des équipages lors des prochaines 24 heures. La régate n'est pas mise entre parenthèses, mais on y verra beaucoup plus clair quand cette 3e dépression sera loin dans le sillage. Mais ils sont dans une zone qu'on a vraiment envie d'éviter avec de la mer cassante et ça a été le cas pour nous parce que la mer était vraiment très dure. 35 établis, quoi, ça fait 40-42 quoi. C'est la moitié de courant que je fais depuis la journée.
c'est assez puissant, il y a une discrétion qui arrive généralement, la mer est grande, hein, et pour aller à un endroit, il y a beaucoup de solutions, et plusieurs chemins qui viennent d'Arab. Le deuxième tir de l'Alizé n'est plus très loin, mais les prochaines 24 heures s'annoncent encore sous haute tension. Avec un assez humide, il sera tout ça brille un peu sous les capots qu'on a là sur le bateau, mais c'est important de rester, de bien gérer ses vêtements parce que rapidement on peut avoir un peu tout mouillé et vous allez voir dans cette course à la limite j'ai quand même pas amené assez de vêtements et c'est un des facteurs du jeu. Il faut savoir bien se préserver et s'isoler, essayer de se protéger avec les bulles parce que il y a en permanence de l'eau sur le pont. Et lorsque vous restez 15 jours, vous ne pouvez pas rester mouillé. Donc il faut se préserver. Dont les chefs de file se nomment Virbac Laprec et Hugo Boss. On va beaucoup plus normal en termes de vent, on a 23-9 ans, mais on a eu des nuits absolument terrifiques depuis le début de la course. On devait repositionner en tête de course. Maintenant, on croit toujours en cette option orthodromique nord, et puis on pense que ça va fonctionner. Au fil des milles parcourus, les équipages ont placé leur monture sur le grand échiquier de l'Atlantique Nord. Le jeu de chacun, après une semaine de course, est bien lisible. Calé sur une trajectoire nord, très proche de la route la plus courte pour rejoindre l'Arc-Antillais, Virbac Laprec 3 et Hugo Boss occupent seulement la tête du classement. Il y a eu une belle semaine écoulée avec beaucoup de tourments, beaucoup de vent. On va en reparler avec Jérémy de notre stratégie. Et puis encore une belle semaine de course ici pour rejoindre le Costa Rica, essayer de passer cette ligne en tête. Pour gagner une épreuve comme la comme ça fait 450 ne mètres pas casser, mais aussi ne pas se tromper dans sa trajectoire. Jean-Pierre Dick et Jérémy Veillou ont fait tout cela mieux que les autres. 4 jours qu'ils sont en tête, avec devant leur étrave une voie qui s'annonce royale. On passe au portant là dans les alizés de la mer des Antilles. L'occasion d'une dernière vérification avant la bataille stratégique et morale qui va se jouer en mer Caraïbe. Non, mais on a eu pendant 3-4 jours, on était un peu derrière. Quel temps fantastique, il pleut partout, des petits cumulus, c'est fabuleux. Encore 1500 milles jusqu'à Puerto Limón. Des alizés qui pourraient souffler une trentaine de nœuds, des grains, de la fatigue, des emballages. Les ingrédients seront nombreux pour trouver la recette de la victoire. Oh Jérémy, c'est quoi cette bulle cassée là? C'est le bazar, écoute, c'est les séquelles du gros temps de la première semaine. Une grosse vague qui s'est abattue sur le pont et qui a cassé la bulle. J'ai plus de fringues, SES. Pourquoi t'es tout nu comme ça? Parce que j'ai plus d'habits, ils sont tous mouillés. Attends un peu là. Ils sont tous mouillés et salés. Pour les dessaler, bonjour. Tu viens de notre avance vis-à-vis des concurrents, donc bonne ambiance et bon espoir de victoire. On y croit ou quoi? Bah ouais, je n'y crois pas là, n'y crois jamais. Jérémy, ça fait quoi cette arrivée en tête dans les eaux de Costa Rica? Je sais pas, écoute, là t'as plus d'habitude que moi, JP, c'est ma première victoire, peut-être ma première victoire sur une grande droite atlantique, donc écoute, rien que d'être en tête déjà de cette course-là, ça fait quelque chose, donc voilà, faut croiser les doigts, il faut que ça le fasse. Non, on vient battre après, direction de Costa Rica. Avec cette victoire des Français Jean-Pierre Dick et Jérémy Veillou qui ont remporté l'Alizé sur le Transat Jacques Vabre. À 2h du matin, Jean-Pierre Dick et Jérémy Veillou ont réveillé les Costaricains un peu plus tôt que prévu. Le grand monocoque bleu fend la nuit costaricaine et après 15 jours, 18 heures et 15 minutes de mer, enfin la délivrance. Le refrain est connu. La
Jacques Vabre, région transatlantique du Havre au Costa Rica. Et à la fin, c'est toujours Jean-Pierre Dick qui gagne. Troisième participation, troisième victoire avec un troisième coéquipier pour le Niçois, passé grand maître dans l'art de la navigation en tour. Jérémy Bayou lui signe son premier succès sur une transat. L'association des deux donne en 15 jours et 18 heures un nouveau temps de référence sur le parcours. C'est un immense moment de bonheur d'être ici et de gagner cette course. On s'y habitue pas, c'est vrai, même si c'est la troisième Jacques Vabre, c'est fantastique, fantastique tout simplement. L'impression est un petit peu sur moi parce que normalement tu vas faire une régate en deux avec Jean-Pierre et tu gagnes. Il a réussi le test qu'il a entendu au départ. Ensemble ou séparément, à eux deux, ils ont remporté les plus belles courses de la saison. La Barcelona pour Dick, la solitaire pour Bayou. En tête depuis 11 jours, on pourrait croire que tout a été facile pour cette paire d'as. Vainqueur devant le duo Thompson-Attanil. Mais rien n'est jamais simple au milieu aussi. Je suis très fier d'avoir fait ça, quoi. C'est un rêve. Et aujourd'hui, en gagner 3, je me suis dit, si on m'avait dit il y a 10 ans que tu gagnerais 3 Jacques Vabre, je me suis dit, il était complètement fou. Et c'est vrai qu'à force d'y avoir cru, on y est arrivé et ça c'est exceptionnel. Maintenant, on est au champagne, vous avez prévu. C'est grave. Moi j'ai juste comme introduction, j'ai coutume de dire souvent de l'image je sais pas, de la personne, vous voyez, au cirque, je sais pas si vous avez vu, c'est les jongleurs qui ont plusieurs baguettes comme ça. On est déjà des chefs d'entreprise, il faut monter un projet, trouver des sponsors, faire construire un bateau, gérer les architectes, il y a énormément de choses pour faire vivre son projet. Et en plus, je dirais, on a d'autres challenges qui sont des challenges sportifs, c'est celui d'être en forme, d'être suffisamment musclé, de se concentrer sur son sport réel qu'est la voile, et surtout d'être aussi excellent en météo, tout ce qui concerne les aspects navigation, même si c'est quelque chose qui moi me passionne, c'est des choses qu'il faut travailler. Et en plus, la mer a le défaut en général de toucher dans vos points les plus faibles, c'est-à-dire que même si vous avez fait bien la majeure partie des choses, si jamais vous avez maltraité un dossier, je pense par exemple un de mes points faibles, en tout cas il y a 10 ans quand on a commencé, c'était les aspects bricolage. Je ne suis pas quelqu'un qui va naturellement faire du bricolage. Et lorsque je vais faire un tour du monde en solitaire, il faut sortir à un moment la caisse à outils, quoi. Donc, voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas bossé ce truc-là, vous allez vous faire tout le reste, les résultats ne seront pas là, parce que vous risquez d'abandonner, ou vous risquez d'avoir des gros problèmes que vous n'allez pas régler en temps. Sachant qu'aujourd'hui, non seulement il faut savoir bricoler, mais en plus il faut être assez explosif quand on bricole, parce qu'il faut réparer rapidement, parce que lorsque vous êtes à vitesse réduite, les concurrents s'envolent, et autant vous avez peu d'écart de vitesse lorsque même si vous ne réglez pas trop bien, autant lorsque vous commencez à arrêter votre bateau, l'autre file à 15 nœuds et vous êtes peut-être à 5-6 nœuds, ça fait 10 nœuds d'écart. Et 10 nœuds au bout de 10 heures, ça fait 100 000. 100 000, il faut les rattraper, c'est long, hein, c'est la distance entre ici et la Corse, donc c'est du boulot. Voilà, c'est un peu, voilà, je vais vous laisser peut-être poser des questions, mais c'est un peu notre problématique à nous, parce qu'on a plein de choses à gérer. Et surtout, moi, mon principal problème aujourd'hui, c'est que dans 10 mois, enfin non, même pas 10 mois, dans 7 mois, je veux faire un tour du monde en solitaire sans escale, ce qui est un peu l'Everest. Et mon objectif, c'est d'arriver parfaitement en forme, les idées claires, sans être stressé, et avec un bateau complètement fin prêt pour vivre une émission comme ça. Donc c'est un challenge de tous les instants, d'être concentré sur l'ensemble des choses qui vont vous faire arriver vraiment prêt pour un événement tel que celui-là. Donc je remercie Philippe, parce qu'au début du projet, on a réfléchi un peu, je ne sais pas si tu te souviens, c'était exactement ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à essayer de gagner
des courses, on a essayé d'isoler un peu tous les critères. C'est là où on s'est dit, on s'est entouré d'un certain nombre de personnes qui sont fortes dans leur domaine et avec lesquelles j'ai travaillé depuis maintenant 10 ans. L'idée, c'est de rester fidèle aux gens qu'on avait sélectionnés à l'époque. Et on avait isolé le facteur psychologique, qui était un facteur très important. J'ai travaillé depuis 10 ans avec un préparateur mental. On essaie d'échanger. C'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans la voile, mais qui est plus spécialisé dans le travail des politiques, des sportifs. Bien sûr, Jean, tout le côté physique, c'est quelque chose au fil des années où j'ai perçu de plus en plus d'importance. Le premier Vendée, je pars, j'étais déjà un peu fatigué parce que pour arriver là sur la ligne de départ, ça avait été compliqué, je venais de démater. 5 mois avant, il avait fallu remettre à main, j'étais fatigué, il y a plein de choses. Et j'ai aussi stressé de faire un tour du monde en solo comme ça. Et au bout d'une semaine, j'étais un véritable zombie dans mon bateau. J'ai cassé du matériel parce que lorsque vous n'arrivez plus à réfléchir, à faire 1 + 1 = 2, vous allez rencontrer des problèmes, immédiatement ça va arriver vite. Donc toute la préparation physique, c'est hyper important parce que ça permet effectivement de pouvoir passer des moments des coups de vent, des moments où il faut rester éveillé, de façon beaucoup plus facile. Parce que vous avez une physiologie plus performante. Le dernier Vendée, il y a eu un gros coup de vent au départ. Je suis le premier au bout de 2 jours de course. J'ai été malade pendant 2 jours. J'ai vomi, tripé, boyau. Alors c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, mais quasiment tous les skippers étaient malades. Mais la forme physique était hyper importante sur le départ. Et c'est important de bien partir. Voilà, qui a d'autres, les gens du sommeil aussi, on a un sommeil très particulier, un sommeil fractionné, on ne peut pas se permettre de dormir plus d'1h15, 1h30 d'affilée. Même en double, Voilà, en double c'est un peu différent, même en double parce qu'on a des quarts de 3-4 heures en général. Ouais. Donc là on peut se permettre de se relaxer et de faire confiance à son co-skipper on peut dormir effectivement un peu plus longtemps. Sachant un cycle de sommeil, ça dure 1h15, 1h30. On peut éventuellement en placer 2. Enfin, pas évident. Voilà. C'est un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre prépa. La nutrition, hyper important, c'est un peu lié au sommeil. Nous, quand on veut dormir, on va manger plutôt des aliments sucrés, vous voyez. Puis quand on veut rester éveillé, des protéines, pas mal de. Moi, j'apporte toujours de la viande des grisons, des barres régime qui sont hyper protéiques. Ouais, une raclette. Non, pas de raclette, c'est pas vraiment bon. Mais bon, au contraire, on veut plutôt dormir, on va prendre des barres chocolatées, des choses qui vont plus nous tendance à, lorsque vous avez mangé un dessert, vous avez tendance à vous assoupir un peu. Donc c'est toute cette gestion-là. Il y a aussi tout un rituel pour s'endormir quelque part. Pas être trop stressé à laisser un bateau comme ça qui fait beaucoup de bruit, parce que là vous n'avez pas entendu le bruit à l'intérieur du bateau. Je pense que vous prendriez peur parce que c'est pas quelque chose qui est habituel. Donc il y a toute une phase d'ailleurs où on s'amarine. En général, au bout de 3-4 jours, on réussit à s'amariner, mais les premiers jours sont difficiles parce que on n'est pas habitué. Souvent, les départs, on peut pas aller en mer, et donc on est à terre à manger dans des restaurants, des endroits pas quelquefois un peu bruyant, vous voyez. Donc au bout de 3-4 jours, on arrive à rentrer dans le rythme et le sommeil fractionné, et ça prend un peu de temps. Voilà, donc c'est un peu les grandes... Et bien sûr, l'élément qui est très important pour nous à bord, c'est tous les aspects stratégie météo, parce que il n'y a personne à terre qui peut nous aider, nous donner de l'information, nous guider. Je ne sais pas si vous avez vu, les trajectoires des bateaux sont des trajectoires très, très alambiquées. Il n'y a pas de trajectoire droite, il y a des trajectoires toujours très... On suit les dépressions, en fait, on va toujours là où il y a du vent. On essaie de jamais rencontrer des calmes plats ou des zones où il n'y a pas de vent. Il n'y a personne à terre qui vous donne des... Non, il n'y a personne. C'est nous qui devons... Sur la Transat Java, il n'y a pas de routeur. Non, il n'y a pas de routeur. C'est nous qui devons, avec notre propre connaissance de la météo, on est devenus des météorologues, des navigateurs météorologues, connaître l'information qu'il y a sur Internet, qu'on va chercher. Alors, quelquefois, il y a des automates, ouais, on demande... Mais personne à terre n'a le droit de nous envoyer des fichiers pré-préparés, nous donner des indications, va à droite, va à gauche. Donc
voilà. Puis même si aujourd'hui, de toute façon, il y a un très faible nombre de personnes qui ont un niveau supérieur au nôtre en termes de navigation, même si donc ces gens-là, c'est leur métier, donc ils vont pas nous envoyer de l'information, parce que s'ils le font, on va les payer. Par contre, ceux qui pourraient éventuellement le faire, ne sont pas souvent de niveau suffisant. Donc il n'y a pas beaucoup de triche aujourd'hui par rapport à ça, même si c'est tout de même un truc sur l'honneur. Personne, tout un chacun pourrait prendre un téléphone et nous dire j'ai vu ça, j'ai vu ci, va plutôt là. Mais bon, il y a tout de même une éthique dans la voile, il n'y a pas encore les moyens du football, je pense. Ça pourrait éventuellement un peu changer les donnes, mais bon voilà, ça n'existe pas. Et dans la route du Rhum, ils sont compris? Alors certains bateaux oui, les multicoques, nous en monocoque on n'est pas routés. Voilà, que dire de plus? Donc c'est la stratégie, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut, moi mon objectif c'est de jamais tomber dans des zones où je suis trop fatigué. Toujours garder de la lucidité, parce que si vous êtes plus capable de réfléchir, vous êtes mal, parce que vous allez prendre des mauvaises décisions. Et il y a la force physique pour bouger les voiles, pour faire ce qui s'appelle matosser, c'est-à-dire que tous les poids à bord du bateau doivent être au vent, il faut qu'on les attache au vent. Et de plus en plus, comme on veut alléger nos bateaux, on n'a plus de système pour nous aider. Avant j'avais ça dans mon deuxième bateau, mais on a jugé que c'était trop long, donc c'est quelque part tout à l'huile de coude, on doit monter les sacs, attacher les voiles, mettre de l'eau dans les ballasts, et il y a un gros travail physique, donc il faut être fort physiquement, mais essentiellement aussi fort dans sa tête pour être suffisamment lucide pour prendre des bonnes décisions. Donc ça c'est vraiment un élément clé. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a la préparation physique, mais aussi toute la préparation mentale qui va avec. Se gérer tout seul à bord, c'est un exercice qui est... on a forcément des démons, vous voyez. Quelquefois, pour moi, c'est plus facile d'être à deux, parce qu'il y a un véritable échange avec quelqu'un d'expérience. C'est plus facile pour moi de travailler dans ce sens-là, alors que lorsque vous êtes seul, il faut avoir une sacrée expérience pour faire son propre jugement sur les choses. Sachant que si vous avez une stratégie de suiveur, vous suivez les autres, vous êtes mort, parce qu'ils auront toujours un coup d'avance. Il vous faut une stratégie un peu innovante, qui soit la bonne stratégie, une stratégie juste où la météo a été bien travaillée. Voilà. Sur le choix de l'équipier, du coéquipier, du co-skipper, est-ce que c'est vous qui avez été au devant de Jérémy Bayou? Comment ça s'est... Oui, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer en 2011 avec Loïc Perron sur la Transat, le Tour du Monde, la Barcelona World Race. Puis Jérémy Bayou, qui est pour moi les qualités vraiment bonnes pour gagner ces courses, parce qu'en fait ce sont des solitaires aussi sur leur bateau. C'est-à-dire que ce sont deux solitaires en gros qui s'assemblent, de telle sorte que quand on dort, on est en confiance. Vous voyez, si vous commencez à vous dire oula, si le vent arrive comme ça, machin, il faut que je me lève. Non, au contraire, il faut pouvoir se relaxer, être reposé. Et qui dit être reposé, dit faire une meilleure analyse de la navigation, dit réagir plus vite. Vous voyez tout ça va dans le même sens. C'est pour ça que je pense en double, la meilleure organisation, c'est d'avoir deux solitaires. Le problème des solitaires, c'est que c'est des gens très indépendants en général. Et c'est pas toujours facile de bosser avec un vrai solitaire. Donc il y a tout un travail en amont pour que... Est-ce que sur les options, par exemple, vous étiez toujours d'accord? Pas forcément. Il faut savoir que nous, à bord, on a toutes les 12 heures, on rafraîchit la météo. Donc le film que vous avez devant vous, il est réactualisé toutes les 12 heures. Donc, si vous avez un désaccord à un moment donné, vous dites bon, on n'est pas sûr d'aller à droite ou à gauche, et que vous dites on peut encore un peu attendre et élaborer quelque part un peu tous les deux nos hypothèses en disant non, moi je préfère aller là. Finalement, vous allez avoir un juge de paix à un moment, parce que vous allez avoir de l'information plus précise. Aujourd'hui, à 6 jours, vous avez une vision presque bonne sur tout l'Atlantique, par exemple. L'Atlantique, c'est un peu moins vrai dans le sud, vous êtes à 4-5 jours. Donc, vous avez une vision. À un moment donné, sauf si vous devez prendre une décision à 10 jours, sachant qu'il faut soit partir complètement dans le sud, soit partir complètement dans le nord. Ça, ce sont des décisions très difficiles à prendre, mais bon.
Je dirais avec Jérémy, notre grosse force sur la course, c'est qu'on avait un bateau validé. C'est aussi c'était la force du projet. J'ai déjà un tour du monde dans les pattes avec le bateau. J'avais un retour de Nouvelle-Zélande en convoyage. Alors que les autres, c'était ils n'avaient pas de tour du monde dans les pattes. Donc quelque part, j'étais sûr que mon bateau était plutôt costaud. Alors que, en fait, ce qui s'est passé, je suis grosso modo, il y a une grosse partie de la flotte, même si elle était à un moment un peu devant nous, ils ont pris une option sud. En fait, on s'est aperçu, les cartes se sont abattues un peu après l'arrivée. C'est qu'en fait, tout le monde a eu des problèmes un peu structurels dans le bateau. Les bateaux tapent tellement dans la vague et on est tellement à la légèreté maximum sur les bateaux que quelque part, il y a des problèmes. Et donc, Massif a eu une cloison avant un peu cassée, PRB abandonné sur cloison cassée, il y a eu Bernard Stahl qui aurait heurté un OVNI et qui a dû abandonner, il y a eu Banque Populaire, ils ont eu aussi des problèmes structurels, vous voyez. Bon an, mal an, on a gagné sur un côté, sur la vitesse du bateau certes, mais sur le côté psychologique, qu'ils avaient en fait peur d'aller affronter le coup de vent qui était la route aussi la plus rapide. Et finalement, il n'y a eu que les Anglais qui ont fait un peu cette même route et le bateau a tenu. On les a eus sur la vitesse pure après. Sur peut-être l'envie de gagner aussi. Je pense qu'ils étaient un peu à des moments quand ils sont sortis du coup de vent, on a senti ils se relâchaient. En une journée, on leur a mis 30 000 parce qu'ils étaient contents d'être sortis du coup de vent, alors que nous on a attaqué. Souvent en mer, on s'aperçoit que les plus gros gains sont faits après un coup de vent, et les gens sont fatigués, ils ont été éventuellement malades, voilà, si vous êtes capable de relever la toile au bon moment et d'attaquer, là vous allez mettre des milles, alors que souvent dans les entrées de coup de vent, il y a des écarts de vitesse moins forts, il n'y a pas eu d'avarie encore. Donc c'est là où il faut savoir attaquer lorsque le coup de vent est en train de partir. Que vous aviez un parcours atypique. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment vous êtes venu, je pense que vous n'êtes pas venu à la voile En fait, je suis venu à la voile très jeune. En fait. J'avais une grand-mère bretonne. J'ai commencé à faire de l'optimisme, du vaurien, de la caravelle en Bretagne Nord pendant mes vacances, en juillet. Et puis j'ai eu un père qui était alsacien, qui a voulu apprendre à faire de la voile avec ses enfants. Donc lui, il n'avait aucune culture nautique, il allait apprendre la voile avec, je ne sais pas si vous connaissez, Marc Linsky, qui avait une sorte d'école de voile. Il a appris, et puis il a passé ses vacances avec ses enfants sur un bateau à voile. Il a acheté un petit bateau à voile. Voilà, on a appris comme ça. Et puis voilà, de là est né de cette expérience avec mon père. Moi, ce qui me plaisait dans la voile, c'était l'évasion, aussi le voyage. Puis un peu d'expérience de course en Bretagne. Finalement, on est arrivé, lui aussi était quelqu'un d'assez compétitif. Donc on a acheté un bateau pour faire des régates localement, ici sur la Côte d'Azur. On a pas mal navigué dans le Var. Et puis d'où moi est née une passion dévorante pour la mer et puis pour la régate quelque part. Mais à côté de ça, j'ai une vie professionnelle plutôt classique puisque je me suis formé à être vétérinaire, un peu comme mon père. Peut-être. J'ai une vie pendant 10 ans. J'ai travaillé dans une entreprise comme vétérinaire. Après, j'ai eu une formation, une formation, on appelle ça tertiaire. J'ai fait une école de commerce en fait pour un peu travailler dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire. Puis un jour. J'ai progressé, j'ai fait des projets, j'ai eu la chance d'avoir quelques sponsors. Là où on a eu des moments un peu communs avec Philippe, on a navigué pas mal ensemble. Et puis un jour, j'ai eu quelque part, j'ai fait beaucoup de régates. Mais bon, c'était pendant mes vacances, c'était un hobby, quoi. Et un jour, j'ai eu envie. Il y a une phrase de Michel Desjoyaux qui a un peu résonné chez moi. En disant que tout le monde était capable de faire le Vendée Globe, j'ai eu envie de participer à cette grande aventure parce que finalement on vit qu'une fois. Et je me suis lancé un peu dans le grand bain. On venait de gagner le Tour de France à la voile. Donc j'étais un peu au sommet de ce que j'avais fait un peu de façon finalement amateur, même si c'était un amateur à éclairer, quoi. Et donc je me suis dit, j'ai attiré les sponsors que j'avais à cette époque-là pour commencer ce projet Vendée Globe.
c'était un peu mon rêve de gamin. Donc je me suis lancé là-dedans. Je trouve qu'au début, le projet n'était pas financièrement vraiment viable. Donc, pendant 2-3 ans, on a cherché un autre sponsor et il est finalement arrivé avec Paprec. Là, donc j'ai participé à mon premier Vendée. Il est arrivé grâce à cette épreuve du Vendée. Il est arrivé dans le projet. Et puis après, quelque part, j'ai un peu tout mis sur la table, mais ce que je pouvais mettre en termes d'économie, tout ça. Et puis après, j'ai dit, je veux bien continuer, j'ai envie de continuer pour avoir un projet gagnant, gagner des courses. Mais bon, mon projet doit être équilibré en termes financiers. Donc c'est ce qui s'est passé, puisqu'on a réussi. Maintenant, ça fait 7 ans qu'on est avec Virbac et Paprec, plus les autres petits sponsors qui sont avec nous, CG06, il y en a Aigle, ABC Arbitrage, il y a 15 sponsors en tout dans le projet qui sont là pour vivre à l'aventure avec moi. Et puis par les succès, quelque part, ça attire d'autres sponsors. On a un véritable petit club de sponsors qui vit, et il y en a qui partent quelquefois, puis il y en a qui arrivent. Heureusement, il y en a plutôt plus qui sont partis. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire depuis ce temps-là, depuis 10 ans aujourd'hui, depuis 10 ans cette année, je me suis lancé dans ça. Et voilà, j'ai essayé d'apporter, je suis d'une formation scientifique, j'ai essayé d'apporter le maximum de rigueur pour apprendre le plus vite possible. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner 2 tours du monde et 3 transats du Akbar. Bon, je suis devenu un peu spécialiste du double parce que je pense qu'un de mes savoir-faire, c'est effectivement savoir monter la mayonnaise avec mon collègue équipier. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je suis dans une phase de progression sur le solo. Bon, j'ai fait 3e la route du Rhum malgré tout. Voilà, mais pour moi, le Vendée Globe qui arrive, donc c'est un peu. J'étais en tête du Vendée Globe lorsque j'ai dû abandonner parce que j'ai heurté un gros leurre, un bout d'iceberg qui s'est détaché, qui monte et qui descend dans les vagues. Parce que lorsque vous le prenez, lorsqu'il monte, c'est malheureux pour vous, mais donc mon safran a explosé. J'ai dû abandonner. Donc pour moi, ça reste une blessure, cet abandon, alors que j'étais en tête. Bon, Michel Desjoyeux était pas loin de moi, mais en fait j'avais tout de même 100 000 d'avance, j'étais dans le coup, vous voyez, j'étais dans le rythme. Je suis souvent en solo, je me sens mieux sur des longues distances comme ça. C'est vrai que maintenant le Tour du Monde, je commence à le connaître, puis ça va faire mon 5-6e départ sur un Tour du Monde. Bon, j'en ai fini 3, mais ça va. Donc ça va être un peu ma course, sachant que j'ai décidé que ça sera plutôt ma dernière, sauf si vraiment il se passe quelque chose dans ma vie d'exceptionnel. Mais bon, a priori, ça sera mon dernier Vendée Globe. Parce que c'est un peu comme une Olympiade. Vous voyez ce que je veux dire là? Pendant 1 an, je suis en sous-marin, je pense qu'à une chose, je suis obsédé par parce que c'est tout de même du sport de haut niveau, donc il faut être vraiment au top à ce moment-là. Faire ça pendant 12 ans de sa vie, c'est prenant. Ce sont des projets prenants d'une manière générale. Vous avez à gérer tout l'aspect humain de votre équipe, tout l'aspect sportif, donc c'est assez. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de. Hélène MacArthur, elle a arrêté alors qu'elle avait à peine 30 ans. Vous voyez, des gens comme Bourgnon, on ne les voit plus. Il y a des gens qui sont exceptionnellement longs. Je pense à Loïc Perron, mais bon, finalement, ils sont assez peu nombreux parce qu'il y a une grosse pression sur les années de faire de la course au large. Il y a d'autres disciplines dans la voile. On peut avoir plus de longueur, je pense, mais des projets solitaires, c'est pas facile. Ouais. Alain Gauthier aussi qui a décidé d'arrêter à 40, je sais pas, il avait 42 ans. Malgré tout, l'expérience compte là-dessus. C'est pas forcément lorsque vous êtes plus, même des gens de 50 ans ont malgré tout encore leur chance pour gagner une course telle que celle-là. La préparation Vendée Globe, la préparation à une Jacques Vabre, c'est la même chose ou parce qu'il y en a un. Non, il y a encore un sprint et une course de. Ouais, non, c'est différent. Ouais. Non, il y en a une où il y a une dimension personnelle plus forte. Vous voyez ce que je veux dire là, vous êtes sur un Vendée, comme vous êtes en solo, vous êtes tout de même centré sur vous-même. Et aujourd'hui, ce qui va faire l'écart, ça va être le bonhomme. Le bateau, oui, c'est très important, il faut le choyer, il faut vous l'approprier complètement. Mais au final, c'est le bonhomme qui va vraiment faire le. Donc là, depuis quelques mois, je me centre sur ma performance, sur la préparation physique, sur la préparation mentale, sur
quelque part, on sait que surtout le fait de réparer rapidement, l'explosivité de réparation. Il va falloir que j'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe dans le bateau pour, lorsqu'il y a un problème sur le bateau, il y a un trou dans la coque, l'espace de peut-être 1 heure, 2 heures, j'ai solutionné le problème et je passe à autre chose. Ça demande du travail malgré tout, parce qu'il faut connaître vos produits, il faut aller les chercher rapidement, il faut être capable d'avoir le bon jugement sur la réparation, parce que vous n'avez pas beaucoup de matériel à bord, donc voilà, c'est un peu les 3 grands pôles que je travaille particulièrement cette année. Alors qu'en double, c'est un peu différent, parce que vous travaillez surtout la cohésion des 2 personnes. C'est complètement différent presque. Mais il faut tout travailler le physique, il faut travailler il y a un certain nombre de tâches de fond qu'il ne faut jamais oublier. La navigation, c'est clé. Il faut aller chercher les bons sites, il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un gros boulot là-dessus. Vous parliez de cohésion, hein. Dans un reportage, si j'ai entendu, vous avez gagné 3 coéquipiers différents, c'est ça? Ouais. Donc la question, c'est en fait, en sport, on a coutume de dire, on ne change pas d'équipe qui gagne. Donc est-ce que ce sont les circonstances qui ont fait que vous n'avez pas pu repartir avec les mêmes, ou est-ce que c'est un choix de votre part? Un peu des deux. Maintenant, moi, mon objectif, c'est d'apprendre avec... vous voyez, quand j'ai commencé à lancer mon projet, c'était plus difficile d'attirer forcément un Loïc Perron. Vous avez besoin d'une certaine peut-être notoriété aussi. Même si peut-être qu'il... Enfin voilà, et au bout d'un certain temps, c'était important pour moi de pomper un maximum d'informations à ces gens-là. Parce que moi, je suis, vous l'avez compris, j'ai pas fait de la course au large depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'essaie de pomper. Alors que Loïc, par exemple, il l'a fait. Donc c'est quelqu'un de très très instinctif. Alors que moi, je suis plutôt un peu plus besogneux. Ouais. Mais c'est peut-être un peu plus rationnel, mais au final, une approche plus instinctive et parfois un peu plus percutante. Donc d'apprendre face à ces gens-là, la manière dont ils vivaient à bord, il m'a appris des petites choses qui me servent tous les jours. C'était vrai aussi avec Damien Foxhall, qui a une grosse expérience, un Irlandais, qui avait une grosse expérience de Volvo, qui m'a apporté aussi certaines facettes. Donc j'essaie de changer aussi pour avoir différentes visions. C'est intéressant pour moi d'apprendre un peu des différentes personnes. Dans votre milieu, la voile, on échange beaucoup, on se donne beaucoup ces oui, quelque part, pas mal, ouais. Même si chacun a ses petits secrets, mais c'est un milieu où il y a une confidentialité assez faible. Sachant que l'objectif, c'est toujours d'avoir un coup d'avance sur l'autre, quelque part. Donc même quelquefois, on peut dévoiler son jeu, mais il y a une telle latence quelquefois que c'est pas toujours facile pour l'autre de vous imiter. En tout cas, sur une période un peu Vendée, on essaie un certain nombre de choses que je dis pas, mais les autres aussi. Donc, voilà, il n'y a pas une grosse confidentialité. J'avais une question aussi, c'était qu'est-ce qui est moteur en fait dans votre projet ou dans vos projets? Qu'est-ce qui un jour a fait que voilà, vous étiez sur quelque chose, une passion, une carrière un peu amateur? Un jour vous avez dit voilà, je vais devenir professionnel, vous avez parlé de gagner des transats, de projets gagnants. Est-ce que c'est quelque chose de moteur chez vous ça? Ah bah oui. Et qu'est-ce que vous cherchez en fait là? Je sais pas comment définir l'esprit de compétition, c'est pas quelque chose de très simple. Non. D'avoir envie de. C'est personnel. Quand on avait fait ce projet Tour de France à la voile, on avait fait un projet qui était un peu entre les deux, qui était amateur, un peu professionnel. Et on a vu que c'était pas vraiment la clé pour gagner. Et l'année d'après, j'ai eu envie de vraiment mettre tous les atouts du côté dans le projet pour gagner, parce que gagner en sport, c'est tout de même le plus beau moment. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Moi, c'est ce qui me procure finalement le plus de plaisir, de joie, hormis le fait d'être en mer, de voyager et tout ça, mais voilà, la victoire, c'est tout de même un moment, c'est un moment très très fort. Hein. Et, voilà, de vivre ça et de le revivre, c'est toujours, comme je le dis, beaucoup de plaisir et on s'y habitue pas, quoi. C'est ça qui me fait aujourd'hui, qui me fait lever le matin, qui me fait dire voilà, il faut continuer à être sérieux. C'est sûr qu'il y a beaucoup
Aujourd'hui, dans mon projet, il y aurait beaucoup de sources de se perdre, quoi, de ne pas faire du sport mon métier de navigateur. Il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent, machin, bidule. Il faut vraiment se concentrer sur soi pour être. Alors on est un peu dans sa bulle, quelquefois on aimerait faire autre chose. Bon, voilà, c'est important de se concentrer là-dessus, mais voilà, c'est le seul moyen d'arriver à une victoire. Justement, quelle est la plus grande victoire? Est-ce que c'est celle contre les autres ou sur les autres ou sur vous-même? C'est une bonne question. Les deux sont un peu liés finalement. Non, mais moi aujourd'hui, ma plus grande victoire, ça serait de remporter le Vendée Globe, parce que c'est réellement un exploit personnel d'accumuler l'ensemble des techniques pour gagner un tour du monde en solitaire par rapport à tous les meilleurs marins du monde. Ouais, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez un Loïc à bord, vous avez forcément, j'ai un certain talent, il y en a un certain. Mais lorsque vous êtes tout seul et gagner une épreuve telle que celle-là en solitaire, c'est forcément un peu le pinacle de ce qu'on peut attendre en voile. Même si, il y a d'autres épreuves comme l'America's Cup, où c'est extrêmement dur, où aucun Français n'est jamais arrivé d'ailleurs, et où il y a d'autres règles du jeu quelque part. Mais sur les règles du jeu de la voile au large en solitaire, c'est je pense qu'il y a le plus difficile. Donc, pour répondre à votre question, c'est un peu lié finalement. La victoire face aux autres, il faut déjà effectivement, la voile n'est pas un sport de combat. C'est-à-dire que votre adversaire, c'est pas la boxe. Il n'est pas à 10 cm de vous, vous ne voyez pas physiquement. Donc, il y a toute effectivement, la puissance de l'imagination est très forte. Lorsqu'on a vu Michel Desjoyaux, qui a été assez, sur le dernier Vendée, il a marqué parce qu'il a été assez hautain vis-à-vis de. Vous voyez ce que je veux dire, il a vraiment mis son empreinte psychologique je pense, sur le restant de la flotte. Et bon, les gens lui en ont peut-être un peu voulu, mais bon, quelque part, c'était sa méthode à lui, et quelque part, il avait raison si ça lui a permis de gagner, quoi. Donc, voilà. Une dimension psychologique personnelle très forte. Ouais. Lorsque vous êtes 3 mois tout seul, sans voir la moindre côte en général, on voit le Cap-Horn, mais encore pas sûr. Voilà, il faut être fort dans sa tête, parce que à des moments, c'est difficile de se lever, il fait froid dehors, vous n'avez pas envie d'aller changer cette voile en pleine nuit. Vous voyez, il y a des moments avec des vagues de 8 mètres, 9 mètres, vous avez peur un peu vous pouvez un peu avoir peur pour votre vie aussi, donc c'est jamais joué. Par rapport à ça, c'est vrai que la voile, c'est quand même un sport à risque. Donc est-ce que vous avez la conscience des limites du bateau et de vos limites à vous pour prendre des décisions justement par rapport à ça, être capable de dire là stop, il faut que je calme, il faut que... Ouais. J'ai appris, je pense que sur le premier Vendée, j'étais un peu tout feu, tout flamme. Puis je pense avec l'expérience, l'âge, puis au fil de je suis devenu papa aussi, ça donne un certain recul aux choses. Vous prenez éventuellement moins de risques, mais en voile, bizarrement, si vous êtes peut-être moins, quelquefois, de prendre un peu moins de risque, d'avoir une vision un peu, de se regarder sur son bateau, ce que vous allez faire quelquefois, ça va dans le sens de la performance, bizarrement. Parce que vous allez moins casser de choses. Sur le long terme, souvent un bon calcul d'être plus sage. En tout cas, en mer, le sens marin, c'est aussi une certaine sagesse. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments où il faut une certaine sagesse, parce que vous pouvez casser, vous pouvez tout perdre en 10 secondes. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. J'ai cassé mon safran en 10 secondes, ma course était terminée. Donc si vous allez faire une bêtise, vous allez entraîner la casse d'une pièce que vous avez en un seul exemplaire sur le bateau, votre course, vos 4 ans d'effort, quelque part votre projet, vos millions d'euros qui sont passés derrière ça, mais tout est parti en fumée. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir
raison gardée, et puis quelquefois pas trop courber un peu le dos, et puis parfois au contraire accélérer et mettre un peu le pied sur l'accélérateur. Mais bien connaître son bateau, c'est important, effectivement. Bien se connaître soi, bien connaître son bateau, bien connaître son niveau de fatigue aussi. Ouais, moi j'ai quelques tests à bord pour... souvent j'écris, je regarde mon écriture, si j'ai une écriture qui est bien faite, ça je me dis bon là je suis à 80%, 80-90, si j'arrive pas à écrire 2 mots, je suis à 50-60, j'aurai pas les mêmes actions sur le bateau. Je vais plutôt temporiser, peut-être être un peu sous-toilé. Et si c'est le cas, alors que si je suis vraiment fort, bon, je vais pouvoir un peu attaquer, mettre d'autres voiles. Mais dans le Vendée Globe, l'organisation a tempéré les ardeurs des skippers quand même. Au dernier Vendée Globe, vous ne pouviez pas descendre aussi bas que ce que vous faisiez. Est-ce que ça enlève pas un peu de libre arbitre à chacun des gars qui veut ouais, non, en fait c'est plutôt peut-être pas sans ignorer que il y a aujourd'hui le principe de précaution qui est un peu partout dans tous les systèmes, quoi. Donc l'organisateur, il y a des glaçons qui sont de plus en plus nord, qui sont les icebergs qui sont montés de plus en plus nord du réchauffement climatique. On l'a vu, on le voit, on le constate toutes les années. En général, la glace est plutôt plus nord quand on est dans l'hémisphère sud, c'est qu'elle est plus bas en fait. Elle est plus nord qu'elle l'était il y a quelques années. Donc effectivement, au cours des épreuves, c'est d'ailleurs d'autant plus, c'est une des raisons pour laquelle c'est d'autant plus difficile de battre les records précédents, c'est qu'on a des routes de plus en plus nord. Mais bon, au final, vous jouez tout de même votre vie, hein, si vous. Nous, les sportifs, on est là plutôt en train de... C'est plutôt quelque chose de sain, je pense, si c'est en discussion, si en tout cas la méthode de positionner ses portes est en accord avec les skippers, de telle sorte à pas non plus tomber dans le délire d'être dans des zones trop loin des icebergs. C'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, il y a des satellites, ce qui n'existait pas il y a 10-15 ans, des satellites qui regardent, qui font des photos de toute cette zone et qui sont capables de dire où les icebergs se situent. Donc l'organisateur paye ces données pour donner un peu positionner un peu les ports. Donc c'est quelque chose qui est fait de façon assez scientifique, finalement assez sérieuse. Moi, je suis plutôt favorable. Bon, après ça ajoute plus de technicité, comment passer ces portes, parce que c'est plus compliqué à gérer en termes de navigation. Il faut intégrer, il y a un timing à la porte, c'est plus compliqué à gérer. Mais bon, potentiellement, ça nous permet d'éviter aussi des vents plus forts. Sauf certaines fois où il y a des cas exceptionnels où la porte peut être un peu dangereuse. Ouais, si vous arrivez à une porte un peu tardivement, vous pouvez être obligé de serrer le vent et de plus vous mettre en danger parce qu'il faut passer la porte. Il faut l'intégrer très tôt. La porte, il faut l'intégrer très tôt et essayer de ne pas se faire surprendre par une dépression qui arrive dessus. Donc essayer d'être plutôt un peu plus nord si jamais les vents sont trop forts ou si on n'a pas eu une dépression, si on a considéré qu'elle allait être plus faible que ce qu'elle n'est réellement. Voilà. Il y a 2 domaines qu'on a évoqués tout à l'heure qui m'intéressent, qui sont un peu liés, c'est le sommeil et l'alimentation. Oui. Et ça m'intéresse dans le sens où je pense que vous partez en sachant que vous allez perdre du poids et peu dormir. Et il y a 2 théories dans l'entraînement, enfin c'est pas que des théories, mais il y a certaines théories qui s'affrontent, disant est-ce qu'on s'entraîne dans le confort, en essayant de s'entraîner plus, c'est bien pour se préparer, et jusqu'au dernier moment où en gros on dort bien, on mange bien, quitte à partir peut-être pas en excès de poids pour avoir de la marge. Où il y a une autre théorie qui peut faire du spécifique jusqu'au dernier moment pour peut-être avant de partir peu dormir, déjà fragmenter son alimentation, fragmenter son sommeil. C'est quoi un peu la stratégie des dernières heures, des dernières semaines? Tout a été un peu essayé, notamment effectivement commencer à faire du sommeil fractionné avant la course. Mais bon, non, moi ma théorie, je pense que c'est d'essayer d'arriver le plus frais possible. De dormir le mieux possible avant la course, de sorte à être le plus
déjà avoir la meilleure stratégie à terre possible, parce qu'on est capable déjà d'analyser ça à terre, de telle sorte à effectivement pendant 2-3 jours être un peu dans la souffrance. On va pas beaucoup dormir, mais on va se mettre en dette de sommeil, et là on va rentrer dans ce qu'on appelle finalement tout bêtement le fait de s'amariner. Et là on va commencer à rentrer dans du sommeil fractionné. Bon, on a des réveils, on connaît nos portes du sommeil, on connaît notre nutrition. Il faut effectivement jouer avec tout ça. C'est aujourd'hui la méthode la plus classique qu'utilisent les navigateurs. Pour le poids, il y a un surpoids. Et pour le poids, alors c'est assez bizarre, effectivement, pour le poids, c'est qu'on perd des jambes. Parce qu'en fait, on a un métabolisme de marche qui est très faible finalement, puisqu'on est souvent assis, couché. Bon, alors on utilise certains muscles effectivement pour pousser les voiles, où on a des efforts assez violents sur les jambes, mais finalement pas très longtemps. Et on s'aperçoit que c'est vraiment les membres qui diminuent le plus. Bon, par contre, tout le haut, c'est plutôt renforcé, en ce sens où il y a beaucoup de moulins à café. Lorsqu'on règle, je sais pas, on fait énormément de moulins à café finalement, de winch, ou tirer des drisses, prendre des voiles. Donc le haut du corps est plutôt boosté, et plutôt le bas du corps. Après, il peut arriver que on maigrisse pas trop finalement, parce que c'est une dimension plaisir, la nutrition. Ouais, manger du chocolat, manger des trucs, il y a tout de même un côté sympa. Lorsque vous êtes en solo, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Comment dire, moi, dans mon imaginaire, je pensais que le dynamique du poids, c'était un des trucs qui était justement d'embarquer le moins de nutrition. Oui. Donc je me suis dit, tiens, il doit vraiment être ric-rac au niveau de ce qu'ils emmènent. Donc, ouais, on essaie d'adapter, mais bon, il y a une certaine... bon, c'est essentiellement de l'alimentation lyophilisée. Beaucoup de poudre, et on réhydrate beaucoup les aliments. Mais moi, je souhaite avoir un petit volant tout de même de calorique pour... il faut pas être sous-alimenté, parce que alors là, c'est presque le pire, parce qu'on va pas aller beaucoup plus vite, parce qu'on est un peu plus léger. Par contre, lorsque vous êtes sous-alimenté, le bonhomme, il va être carrément moins efficace, quoi. Il faut pas tout de même tomber dans l'excès de... On l'a vu sur la Barcelona, les Espagnols n'avaient plus d'aliments, quoi. Ça nous a plutôt favorisé qu'autre chose, quoi. On les sentait pas pour nous revenir dessus, alors que nous on avait toujours pas mal de bouffe, peut-être même un peu trop, et c'est là qu'il faut bien le doser, quoi. Là, avec l'expérience, on essaie d'optimiser un maximum le poids d'alimentation. Pas tomber dans l'excès tout de même. Et le bateau sur lequel vous allez partir sera celui Oui, en fait, je suis toujours parti avec un bateau d'une nouvelle génération. Pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un bateau de nouvelle génération? C'est après la course qui donne le rythme, le battement cardiaque, un peu, c'est justement ce Vendée Globe, qui permet d'avoir des moyens un peu... Et après un Vendée, en général, la dernière fois, j'ai vendu mon bateau. Ça exige tout de même d'avoir les clients pour l'acheter. Et puis, j'ai construit un nouveau dans la foulée. Donc, en général, on essaie d'avoir une trésorerie qui nous permet de rentrer l'argent avant de sortir trop. Mais bon, j'ai la chance d'avoir des gens dans mon projet qui sont qui s'occupent quelque part de ça, hein, moi aussi, mais c'est une des forces effectivement d'avoir du cash pour relancer un autre bateau. Et au final, d'avoir un nouveau bateau, c'est pas forcément il y en a un qui a gagné avec un bateau qui avait 7 ans par exemple, ou 6 ans. Mais bon, ça n'existait qu'une chose, c'est toujours plutôt un plus d'avoir un nouveau bateau qu'on a eu le temps de mettre au point. C'est ça l'équilibre qui est difficile à faire. Bon, là, sur le prochain Vendée, j'aurais fait un tour du monde et demi, plus 3 transats, plus j'aurais tout de même fait le bateau normalement devrait être complètement validé. Je ne devrais pas avoir d'énormes surprises de casse, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. 3 mois c'est long et il y a beaucoup de vagues sur le chemin. Globalement, le projet, il y a combien de personnes? Une dizaine de personnes. Donc là, maintenant, on a pour objectif aussi de créer une écurie
C'est-à-dire qu'il y a d'autres projets, notamment là aujourd'hui on a trouvé un sponsor pour un concurrent sur le Vendée, qui sera Jean Le Cap, qui n'est pas un débutant. Et bon, ça permet de se mettre un peu en... déjà, notre objectif, c'est de passer le témoin à des personnes plus jeunes. Notamment, on avait deux personnes qui faisaient du mini l'an dernier, qui sont maintenant passées dans la catégorie un peu supérieure qu'est le Figaro. Il y en a un qui fait du Figaro 1 qui est avec moi sur un accompagnement sportif. Il y a une Isabelle Joschke qui est sur le Figaro depuis 3-4 ans. Voilà, donc il y en a un petit jeune qui rentre en mini. Donc on a l'objectif de former des petits jeunes à devenir skipper. Et ce qui nous conforte plutôt là-dedans, c'est qu'en général les gens qui arrivent, qui sont plutôt jeunes, ne sont pas forcément outillés ils sont plutôt assez forts sur la partie nautique, passionnés, machin, sur la partie nautique. Ils sont plutôt pas très bien outillés sur la partie recherche de sponsors, financement, et puis quelque part, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oui, voilà, ils sont moins, et donc quelque part, communication aussi, parce que aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, il faut que les gens aux alentours le sachent. Et c'est vraiment un des points clés du projet. Donc on a dans notre écurie quelque part, on a une cellule de communication qu'on a internalisée, c'est-à-dire que c'est pas une structure. Je pense qu'à la fédération d'athlétisme, ils doivent travailler avec une agence. Nous on n'a pas une agence, on a des gens dans le projet. Et puis la recherche de sponsors, c'est tout un art, c'est pas facile, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Donc on l'a aussi, c'est un savoir-faire qu'on a. Sachant qu'il y a des sponsors qui ont arrêté récemment et nous on en a trouvé un. C'est pas facile. Voilà, donc c'est un objectif intéressant, mais qui est. Voilà, moi j'essaie de me concentrer sur mon projet en tout cas, et c'est pas moi qui gère ces autres projets. Mais il y a le fait aussi de pouvoir apprendre d'autres projets. Ouais, les petits jeunes, ils ont quelque part une approche intéressante, notamment à des moments, et on peut tous apprendre les uns des autres. Voilà un peu un objectif prochain. Et puis après le Vendée, moi ma vie sportive continue, parce que j'ai l'objectif de faire du mode 70. Alors là, ça sera du multicoque en équipage. C'est un autre circuit et en monotype, c'est-à-dire que mes bateaux, tout le monde a des bateaux un peu différents, même s'il y a un grand cadre de jauge, les longueurs sont similaires, la profondeur est similaire. On peut faire un peu ce qu'on veut, alors que dans la série multicoque, tout le monde aura les mêmes bateaux. Tout le monde a les mêmes bateaux. C'est un autre exercice, qui était plus l'exercice que je faisais 10 ans auparavant. Il faut être rigoureux sur tous plus de rigueur sur peu de paramètres, finalement. Alors que lorsque vous êtes sur des séries open, vous avez un potentiel d'imagination peut-être un peu plus fort sur des paramètres que vous pouvez faire varier de façon un peu plus grande. Voilà. Peut-être ça vous semble un peu compliqué tout ça. Non, et une expérience comme la Coupe de l'Amérique, c'est quelque chose qui vous tente Oui, c'est passionnant. Le seul problème en France, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que le financement d'un truc comme ça doit être extrêmement tôt. Et historiquement, ça a toujours été des milliardaires, des gens très fortunés qui investissent très tôt en R&D, sur des équipes techniques qui sont capables de payer sans aucun retour médiatique. C'est-à-dire que la course n'a pas lieu, le bateau n'a pas lieu. Il faut déjà mettre des millions d'euros dans d'hypothétiques résultats qui arrivent dans 3 ans. Donc c'est pas facile de trouver un sponsor. Moi, quand je dis je vais faire une course, ça doit être dans les 6 mois, 1 an. Si vous dites que la course elle est dans 3 ans, le sponsor il commence à... Donc c'est pas facile. Et donc historiquement en France, il y a eu des projets français pour la Coupe América, mais souvent les moyens étaient trop tardifs, il y avait des incertitudes au début, et finalement les fonds sont souvent arrivés trop tard. Et l'équipe sportive était plus ou moins chaotique au début. C'est pas facile. C'est exactement ce qui s'est passé. Je
sais pas si vous avez suivi pour la prochaine coupe, il y avait 3 projets français, donc il y a une grosse motivation. Et finalement, aucun n'a l'argent. Et là, il y en a 2 qui ont arrêté. Et puis le 3e, je pense que d'ici quelques jours, il va poser l'éponge. Et c'est pas possible de faire un seul gros projet. Ouais, enfin, on est en France. Hein. Voilà. La réponse, c'est ça. Oui. Ce qui est compliqué sur la coupe, hein, c'est que avant, il fallait, c'était la représentation du potentiel technologique et technique et humain d'une nation, parce qu'il y avait un code de nationalité. Et ça a sauté depuis 2-3 éditions. Ça veut dire que maintenant, la coupe, elle est en possession de Larry Ellison, qui est la 6e fortune mondiale. Ouais. Et donc, comme on peut le voir dans le monde du foot professionnel, réel, etc., il s'approprie tous les savoir-faire, et que ce soit technologique, technique, etc. Et il paye même des gens qui restent sur le banc de touche pour pas qu'ils aillent ailleurs. Ouais. Donc ça rend encore plus difficile, ça rend beaucoup plus difficile l'accès aux premières places sur l'épreuve. Bon, puis en France, il y a un côté, d'une part, à la voile au large, plus de noblesse, donc que la régate pure. Et aujourd'hui, en France, les gens, il y a des milliardaires. Arnaud, je crois que c'est la 6e fortune mondiale. Non, la 4e. C'est quelqu'un qui a des milliards, mais en France, l'argent est un sujet un peu tabou. Donc les gens n'osent pas trop montrer non plus qu'ils ont énormément d'argent sur des choses qui peuvent paraître un peu futiles au niveau mondial, que sont faire des régates, c'est sympa, mais c'est perçu comme plus futile que de la course au large. C'est vrai, il y a le côté, surtout sur l'épreuve solo, les gens visualisent plus l'exploit sportif d'une personne, on visualise moins, et pourtant, je peux vous dire que c'est un sacré boulot, Philippe ne démentira pas, tout le travail de cohésion d'équipage, il y a un véritable travail énorme, et des gens très spécialisés, très forts, mais voilà, c'est moins valorisé auprès du grand public, et aujourd'hui, le grand public, c'est lui qui drive tout. Si les gens ne sont pas intéressés, il n'y a pas d'argent. On le voit dans le football, l'intérêt est là et il y a beaucoup d'argent. La voile, ça reste un sport qui est un sport qui intéresse sur des grandes épreuves telles que le Vendée Globe, parce qu'il y a une histoire humaine, il y a quelque chose, quoi. Des émotions fortes. Mais la voile en tant que telle n'est pas un sport qui passionne les foules. L'exemple le plus typique, c'est les gens qui font les Jeux Olympiques, qui pourtant est une discipline extrêmement demandeuse, extrêmement technique, extrêmement pointue. Trouver des sous pour faire des Jeux Olympiques, c'est quasiment mission impossible, parce que les gens ne valorisent pas le travail qu'il y a derrière, et ne valorisent pas la régate comme ils peuvent valoriser la voile au large en France. C'est une spécificité un peu française. Ça nous a été légué un peu par Tabarly, par tout ça, alors que peut-être que dans certains pays comme l'Angleterre, eux, bizarrement, ils valorisent pas mal la voile olympique. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que Philippe peut nous dire plus, je ne sais pas pourquoi. Même ils ont eu MacArthur, mais la voile au large n'est pas hyper populaire. Ouais, en France, on voit des centaines de milliers de personnes sur un départ d'une course au Vendée. Ce qui n'existe pas en Angleterre. Moi, j'ai fait la course, la Transat anglaise, qui pourtant est tout de même assez connue en France. Il n'y avait pas un Anglais sur les pontons. C'était bizarre, on était surpris. C'est pas très populaire. Peut-être que maintenant, avec les moyens de la technologie, on avait des images, vous êtes sur votre bateau, vous filmez, ça permettra aussi de donner. Moi j'ai le souvenir d'un repas, alors je sais pas si c'était sur le dernier Vendée Globe où il y avait une compilation justement qui avait retracé l'histoire de la course en fonction des images qu'avait filmées chacun et j'avais adoré quoi. Bien sûr. C'était fabuleux quoi. De vivre ça, donc ça va peut-être amener aussi notre image et. Oui, c'est effectivement. Mais en France ça fonctionne bien, il y a des pays où c'est plus long, même. Mais c'est vrai qu'Hélène a été une popularité même en Angleterre extrêmement forte. Voilà, mais il y a des Anglais dans la course, mais
Même, c'est pas un sport encore majeur en Angleterre. Il y a l'Espagne qui commence aussi un peu, il y a d'autres pays. Ça reste même une spécialité assez française. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est si on parle de l'olympisme, les médaillés de voile français ont eu beaucoup de mal à, comment dirais-je, ils sont pas connus, ils sont pas médiatisés. Ils sont moins médiatisés que nous. Voilà. Par contre, en Angleterre, les BNC, etc., c'est totalement inverse. Comment dirais-je, au Brésil c'est pareil, même en Espagne. En Espagne c'est pareil, les champions olympiques qui se sont mis d'ailleurs maintenant à faire de la course au large, ils sont vraiment reconnus par la performance olympique. Et en France, malgré des résultats et des médailles obtenues, les athlètes olympiques sont toujours dans l'ombre. C'est pas propre à la voile. Si, parce que non, mais c'est une spécificité française dans le monde de la voile européenne et mondiale. D'accord. Parce que même dans tous les pays européens, quand même, ils sont beaucoup plus valorisés, ils trouvent beaucoup plus facilement à performance égale des partenaires. Par contre, c'est vrai que, je sais pas, c'est cette part culturelle du rêve ou l'aventure. Voilà, l'aventure. Côté inaccessible, de voir quelqu'un qui traverse un océan sur un bout de plastique, ça fait. Le Vendée, c'est quand même exceptionnel quand vous allez au Sable d'Olonne. C'est quand même un peu le goût du goût aussi. Enfin, il y a pas. Et quand on voit le monde que ça règne, que c'est impressionnant. 1 million de personnes au départ. C'est complètement vrai ce que vous dites, parce que j'étais sur Bordeaux à l'époque du premier où c'est Tito Lamazo qui a gagné. Et je suis allé, je me rappelle, à l'arrivée. Ouais, pas à l'arrivée, mais après en ville à Bordeaux, il a fait un défilé, où il était accueilli après sur les marches du Grand Théâtre. Mais moi je suis allé le voir parce que c'est vrai que c'était un exploit. Puis bon, à l'époque c'était le premier Vendée Globe. Il y avait un monde. Les gens ne savaient même pas où ils partaient. Donc là aujourd'hui, bon, tout est beaucoup plus paramétré. Mais à l'époque, c'était. C'était noir de monde. Il y avait, je sais pas, il y avait 30 000 personnes qui l'accueillaient. C'est exploit. Et même quand on voit les gens, maintenant ce qu'on peut faire avec Virtual Skipper ou l'équivalent, la course en parallèle, quoi. En virtuel, et le nombre de gens qui participent à. Mais il y en a un paquet, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a des équipes, ça se fait en double aussi, puisque l'idéal c'est d'avoir un collègue à l'autre bout du monde, avec le décalage horaire, il prend le relais pour que le bateau soit toujours en bonne main. Au Vendée Globe, il y a des gens qui ont été très médiatiques, pas sur le dernier, mais sur l'avant-dernier. Le Cam, il avait fait un tabac médiatique. C'est vrai, ouais. Moi, je sais que j'écoutais toutes les vacations parce que ce mec-là, il était fabuleux. Ouais, il a une. Voilà, c'est quelqu'un qui a. Aujourd'hui, c'est ce que je disais. Les gens ne sont pas forcément intéressés par le sport de la voile. Ils sont intéressés par l'aventure générée par le. Donc, si vous voulez, lorsque vous faites une vacation radio, si vous commencez à parler de vos problèmes techniques, tout le monde s'en fout. Par contre, si vous commencez à chanter une chanson un peu délirée, à raconter des choses plus personnelles, tout le monde est acheteur. Donc, il y a un décalage très fort entre, lorsqu'on sait il y a un côté médiatique, il faut essayer de gommer ce qu'on a un peu dans la tête au niveau technique, nos réglages, nos machins, et puis rentrer dans le populaire un peu quelque part. Dans le spectacle, ouais. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier Vendée, il y a eu Samantha Davis qui a été hyper médiatisée, alors qu'elle était, pendant moi quand j'ai abandonné, elle était mille derrière moi, c'est-à-dire qu'elle était un wagon de... Mais bon, c'était la coqueluche du Vendée, et au final, elle a fait une super course, parce qu'elle a été hyper prudente et elle a fini la course, alors que il y en a plein qui ont abandonné, et finalement, le succès médiatique, elle a été pour elle, finalement, il a été pour elle, en partie. Donc, c'est pas forcément, vous voyez, il n'y a pas que la performance, et surtout pas que la performance. Si vous êtes devant, vous avez forcément une belle exposition médiatique. Il n'y a pas que ça. Il vaut mieux être devant pour...
Donc si vous êtes devant et vous racontez des histoires, alors là, c'est jackpot, mais bon, tout le monde l'a pas, malheureusement. Ça se travaille. Ça se travaille. Le Crêpes, le CERS, une semaine ici, pour moi, c'est une étape dans la préparation qui est importante, parce que là, il y a vraiment, je peux déjà plus penser à mon bateau, me concentrer sur la préparation physique. Il y a la thalasso qui est importante aussi pour moi, ça me permet de relâcher. Voilà, il y a un peu pas mal d'éléments qui sont. Je suis bien accueilli, c'est un côté un peu familial, qui est vachement. C'est ce qu'on dit, ouais. Coloriste, en général. Donc c'est important. Ouais.